Großwarden, Transylvanie, aujourd'hui Oradea en Roumanie. Il est 4h30 ce 28 juin 1914 au matin. Monseigneur Joseph Lagny, l'évêque qui enseigna la langue hongroise à l'archiduc François Ferdinand, fait un horrible cauchemar. Il rêve qu'il trouve sur son bureau une lettre bordée de noir, comme pour les faire-part de deuil, marquée aux armes impériales. Il rêve qu'il ouvre la lettre, dont l'entête est une image animée. On voit une rue aboutissant à une ruelle. L'archiduc est assis dans une automobile avec son épouse Sophie et leur entourage. Il y a foule de part et d'autre de la rue, et de cette foule jaillissent deux jeunes gens qui tirent sur le couple princier. Sous ces images animées étranges, l'évêque rêve une écriture qu'il connaît bien, c'est celle de l'archiduc. Sarajevo, 28 juin 1914, 4 heures du matin. Éminence, je vous annonce que je viens d'être, avec ma femme, victime d'un crime politique à Sarajevo. Nous nous recommandons à vos prières. Monseigneur Lagny se réveille en sursaut, il est en sueur. Il regarde sa montre, 4h30. Il se lève, va vers son bureau et écrit aussitôt le détail de son rêve dont il a l'intuition qu'il est prémonitoire et dont il ne veut surtout pas oublier les détails. Quelques heures plus tard, il reçoit un télégramme. Il n'ose croire ce qu'il y découvre. Son ancien élève, l'archiduc François Ferdinand, vient de mourir assassiné. 28 juin 1914, Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine, province de l'Empire austro-hongrois. C'est en tant que contrôleur général des armées que l'archiduc François Ferdinand, 50 ans, est en tournée d'inspection dans le sud de l'Empire. Sa visite n'étant pas politique, le protocole de sécurité est minimum. À peine sorti des casernements situés à la périphérie de la ville, il se dirige en cortège de 6 automobiles vers l'hôtel de ville. Il a promis une visite au maire musulman de Sarajevo, Fehim Čurčić. En chemin vers la mairie, le cortège emprunte le quai qui longe la rivière Miljaka, sur la droite. Nedeljko Čabrenović, l'un des 6 conjurés qui ont soigneusement préparé l'attentat, amorce sa bombe et la jette en direction du couple princier. François Ferdinand a le réflexe de lever le bras et de dévier la trajectoire de l'engin qui explose sous le châssis de la voiture suivante. Le cortège, qui ne s'est même pas arrêté, accélère. C'est en voyant arriver les voitures que le maire de Sarajevo apprend ce qui s'est passé. Le prince est nerveux. « Monsieur le maire, je viens en ami, et l'on me jette des bombes. » Mais Čurčić n'y peut rien. Évidemment, il désapprouve cet attentat qui scandalise la très grande majorité des habitants de la ville. Bref, l'attentat de Sarajevo a échoué. Le premier attentat. Apprenant que le colonel qui se situait dans la voiture suivante, sous laquelle la bombe a explosé, a été conduit d'urgence à l'hôpital, l'archiduc décide d'écourter les cérémonies organisées à la mairie pour se rendre à son chevet. Mais l'ordre de modification du trajet n'est pas transmis aux chauffeurs des 5 voitures restantes. Ils partent donc, en cortège, vers le musée, destination suivante, prévue originellement pour la visite princière. Ce musée se trouve dans la vieille ville. Pour y parvenir, il faut reprendre en sens inverse le quai qui longe la rivière Miljaka, sur la gauche, et à la hauteur du pont latin, tourner à droite et s'enfoncer dans une rue étroite. Une rue identique à celle qui avait hanté le cauchemar de Monseigneur Lagny. C'est là que le destin attend le couple princier. La première bombe, lancée par Nedeljko Čabrenović, fait partie d'un complot plus large. Ils sont en fait 6 conjurés à attendre le passage de l'archiduc. Le premier, constatant qu'il est entouré de policiers, renonce à amorcer sa bombe. Le deuxième, apercevant une femme aux côtés de l'archiduc, avouera à son procès ne pas avoir eu le cœur de risquer de la tuer. Le troisième lance son explosif, rate sa cible et manque de se faire lyncher par le public. Il finit par se faire arrêter. Les 3 autres terroristes se sont fondus dans la foule. Parmi eux, le chef de la bande, Gavrilo Princip. Princip, 19 ans, est inscrit en première année de la faculté de lettres de Sarajevo. C'est un nationaliste pro-serbe qui rêve d'une grande Serbie qui rassemblerait tous les Slaves du Sud, ce qu'on appellera plus tard la Yougoslavie. Apprenant dans le journal la future visite de l'archiduc, il s'entoure de 5 complices pour organiser un attentat. L'un des conjurés se procure des armes auprès d'un membre d'une organisation terroriste serbe en sommeil
appelée la Main Noire. Cette organisation n'est pour rien dans l'attentat, mais toutes les armes proviennent de son arsenal. Alors que l'attentat semble avoir raté, Gavrilo Princip s'est attablé à la terrasse du café Schiller, à l'entrée de la vieille ville. Au même moment, s'apercevant que le cortège a pris une mauvaise direction, le gouverneur militaire ordonne au chauffeur de faire marche arrière, ce qui oblige la voiture de l'archiduc à s'arrêter au milieu de la foule, à quelques mètres du jeune Princip qui n'en croit pas ses yeux. Il se lève, prend son pistolet et tire 2 fois à l'instinct au jugé. Mais les 2 balles font mouche. La première atteint Sophie à l'abdomen. La seconde tranche la carotide de François Ferdinand. Les 2 s'affalent sur la banquette et l'archiduc n'a que la force de dire à sa femme « Sophie, ne meurs pas, pense à nous et à nos enfants ». Mais quand la voiture arrive à l'hôpital, ils sont morts, tous les 2. Le monde de ce début de siècle est en paix. Cela fait 100 ans que l'Europe n'a pas connu d'embrasement général depuis les guerres napoléoniennes. Mais cette paix est fragile. Les tensions géopolitiques et idéologiques sont nombreuses. Depuis la guerre de 70, la France rêve de prendre sa revanche et de reconquérir l'Alsace et la Lorraine. Cette querelle met face à face les 2 plus grandes armées du monde. C'est explosif. La Bulgarie veut se venger de ses voisins qui lui ont arraché des territoires 1 an plus tôt, en 1913. Les Grecs caressent l'idée d'un empire qui inclurait des territoires grecs conquis par les Turcs 5 siècles plus tôt. Les Serbes aspirent à fédérer tous les Slaves du Sud, nous l'avons dit. Les Roumains convoitent la Transylvanie hongroise. Les Italiens réclament des terres alpines italophones aux Autrichiens. Les Russes et les Austro-Hongrois se disputent une sphère d'influence dans les Balkans. Les Anglais s'inquiètent de voir leur légendaire suprématie navale menacée par l'essor de la marine de guerre allemande. Le Portugal, quant à lui, craint que l'Allemagne n'étende son empire colonial à ses dépens en Afrique australe. Partout en Europe, un nationalisme exacerbé a dressé peu à peu les peuples les uns contre les autres, au point de faire oublier l'unité fondamentale de cette civilisation européenne. Enfin, les revendications marxistes qui vont ensanglanter le XXe siècle sont déjà en gestation depuis 50 ans. Malgré toutes ces tensions, la vie en Europe est douce. En dépit de conditions de travail industriel qui restent difficiles, la situation des ouvriers s'est beaucoup améliorée en 20 ans. La société reste hiérarchisée, quasiment comme sous l'Ancien Régime, même si la grande bourgeoisie a rejoint la noblesse pour former une nouvelle aristocratie. En France, cette noblesse a perdu le pouvoir depuis 50 ans. Mais les structures sociales sont demeurées identiques. Le 29 juin 1914 au matin, le monde stupéfait se découvre un nouveau visage. Un attentat contre un chef d'État n'est pas en soi une chose nouvelle. Pendant des années, les anarchistes ont frappé aveuglément et partout, aussi bien en Russie qu'en France, aux États-Unis, en Autriche, en Italie, en Grèce, etc. La nouveauté, c'est que cet attentat n'est pas anarchiste, mais nationaliste. C'est une manifestation tangible des tensions internationales sous-jacentes qu'on ne peut désormais plus ignorer. Pourtant, ce crime suscite un courant de sympathie universelle pour l'Autriche, qui a toute latitude pour réagir. Mais réagir contre qui? Malgré les motivations nationalistes pro-serbes de Princip et ses complices, les enquêteurs envoyés sur place ne trouvent aucun motif d'incriminer directement la Serbie. Elle n'est pas impliquée en tant qu'État dans l'organisation de l'attentat, même si c'est bien elle qui, depuis des années, excite les passions des Serbes de Bosnie et déstabilise cette partie de l'Empire. Même si l'Autriche, pour faire un exemple, souhaite profiter des circonstances et contraindre la Serbie à cesser ses actes de subversion au sein de l'Empire austro-hongrois, toute démarche est périlleuse, parce que la Serbie est protégée par un allié de poids, la grande et puissante Russie. Au même moment, le président français Raymond Poincaré part justement en Russie pour rencontrer le tsar Nicolas II. C'est un voyage prévu de longue date. On doit y évoquer les affaires courantes, la situation du monde, l'alliance franco-russe. Rien à voir avec le récent attentat de Sarajevo. Pourtant, la perspective de cette rencontre paralyse évidemment l'Autriche. Il n'y aura donc pas de représailles autrichiennes avant le retour de Poincaré en France.
À peine celui-ci a-t-il quitté Saint-Pétersbourg le 23 juillet, 3 semaines après l'attentat, que l'Empire austro-hongrois envoie un ultimatum à la Serbie, lui donnant l'ordre de cesser toute propagande panserbe dans les écoles, dans l'armée, dans l'administration, et de permettre aux Autrichiens d'enquêter en territoire serbe sur les origines de l'attentat. Elle attend sous 48 heures la réponse serbe. La Serbie répond négativement. Elle ne se pliera pas aux exigences autrichiennes. L'ambassadeur de l'Empire austro-hongrois à Belgrade prend seul l'initiative de rompre les relations diplomatiques avec la Serbie et monte à 18h30 dans un train pour Vienne. Au 25 juillet, la crise qui commence au cœur de l'Europe ne concerne encore que l'Empire austro-hongrois et la Serbie. Pourtant, c'est exactement une semaine plus tard que l'embrasement devient général, qui conduira à 15 millions de morts. Que s'est-il passé en une semaine ? La Russie a assuré la Serbie de son soutien, sans préciser jusqu'où ce soutien pourrait aller. Pour empêcher toute velléité militaire de l'Autriche, les Russes doivent mobiliser le long de la frontière russo-autrichienne. Ils imaginent mobiliser partiellement leur armée et ne passer à une mobilisation générale qu'en cas d'intervention allemande. Seulement, nous sommes en 1914. Pas d'ordinateur, pas de tableur ni de calculateur. Un plan de mobilisation, c'est une entreprise gigantesque qui prend plus d'1 an de préparatifs et de calculs manuels. Il faut prévoir le transport ferroviaire le plus rapide possible de centaines de milliers de soldats, mobilisés au même instant. La rapidité d'exécution est la clé du succès ou de l'échec de la mobilisation. Il est impossible pour l'intendance militaire de modifier un tel plan dans l'urgence. Or, au cours d'une réunion préparatoire, on explique au tsar Nicolas II que le déclenchement du plan de mobilisation partielle à la frontière avec l'Autriche est techniquement incompatible avec le lancement ultérieur d'un complément de mobilisation dans l'éventualité d'une intervention allemande. Le tsar se retrouve donc devant un choix unique, une mobilisation générale à toutes ses frontières, ou rien. Le lendemain, le 26 juillet, l'attaché militaire allemand à Saint-Pétersbourg demande des explications au ministre russe de la guerre. On observe des mouvements de troupes autour de Saint-Pétersbourg, Vilnius et Varsovie. Si la Russie avait espéré garder sa mobilisation secrète aux yeux de l'Europe, c'est raté. Le ministre répond que les manœuvres ne concernent que Kiev, Odessa et Kazan, visant la frontière autrichienne. Mais c'est faux, bien évidemment. Et dès lors, pour l'Allemagne, le simple fait que la Russie mobilise sur sa frontière équivaut à une déclaration de guerre. Pour tous les pays du monde, sauf un, la mobilisation n'est pas la guerre. Ce peut être une simple démonstration de force. Et c'est bien ce que veut faire la Russie sur la frontière autrichienne. Mais l'Allemagne de 1914 est prise en étau entre deux puissances alliées, la France à l'ouest, la Russie à l'est. Ce qui met l'Allemagne dans une situation dangereuse. En effet, première puissance militaire mondiale, et de loin, elle peut vaincre la France, elle peut vaincre la Russie, mais pas les deux à la fois au même moment. 6 semaines. Les 6 semaines qui peuvent permettre à l'Allemagne de gérer 2 fronts l'un après l'autre. Pourquoi 6 semaines? Parce que c'est le temps nécessaire à la Russie pour rassembler ses troupes sur la frontière occidentale. 22 millions de kilomètres carrés. L'Allemagne doit donc, sur son front ouest, vaincre la France d'abord, et en 6 semaines maximum, pour pouvoir se retourner ensuite sur son front est et vaincre les Russes. Mais cela implique que dès le premier jour de la mobilisation russe, l'Allemagne agisse contre la France. Et en ce 26 juillet, ça fait 24 heures déjà que la Russie a déclenché son plan de mobilisation, même si elle continue de le nier. Pour l'Allemagne, en fait, la guerre a déjà commencé. Le lundi 27 juillet 1914, le ministre britannique des Affaires étrangères, Edward Grey, propose en urgence la tenue d'une conférence qui réunirait l'Allemagne, l'Angleterre, la France et l'Italie pour régler ce qu'il croit n'être encore qu'une querelle austro-serbe. Cette proposition intervient trop tard pour l'Allemagne, acculée par la mobilisation russe. Le lendemain, mardi 28, l'empereur d'Allemagne Guillaume II fait une proposition beaucoup plus réaliste. Puisque le gouvernement serbe a déjà déserté Belgrade, trop proche de la frontière hongroise. Laissons l'Autriche franchir le Danube et s'installer à Belgrade. On pourra ensuite organiser cette conférence internationale. Mais personne ne prend même la peine de répondre à Guillaume II.
Le soir même, à 9h moins le quart, il fait une nouvelle tentative. Il envoie à Nicolas II un télégramme pour établir entre lui et le tsar un lien direct qui passe au-dessus des états-majors, des gouvernements et des opinions publiques belliqueuses et nationalistes. L'empereur d'Allemagne tente de convaincre son cousin, le tsar, de l'incongruité d'un soutien russe à la Serbie incendiaire et régicide. Puis il s'inquiète des mouvements de troupes russes sur sa frontière. Le jour suivant, le tsar envoie sa réponse. Il ne dit rien sur la querelle austro-serbe. En revanche, il croit rassurer le Kaiser en expliquant que sa mobilisation générale n'obéit qu'à des impératifs d'intendance, sans intention belliqueuse à l'égard de l'Allemagne, ce qui est vrai. Mais naïvement, il vient d'avouer noir sur blanc que la Russie mobilise. Sur les 6 semaines clés pour gérer 2 fronts, l'Allemagne a donc déjà perdu 5 jours. Il y a urgence. Parmi les grandes puissances européennes, il n'y a que 2 républiques. La France, depuis 45 ans, et le Portugal, depuis seulement 3 ans. Le reste est constitué de monarchies. Mais elles ont beaucoup évolué tout au long du siècle écoulé, et ce sont toutes des monarchies parlementaires. Ce détail a son importance parce que, même si tous les monarques ont tenté d'éviter la guerre, c'est la pression populaire nationaliste, relayée par les parlements, qui contraindra les rois à signer les ordres de mobilisation. Le 30 juillet, c'est sous la pression du président de la Douma, le Parlement russe, que Nicolas II signe officiellement la mobilisation générale. 9 millions d'hommes sont appelés sur les frontières allemandes et autrichiennes. Le lendemain, vendredi 31 juillet, à 15h, l'ambassadeur d'Allemagne à Saint-Pétersbourg porte à Nicolas II un ultimatum qui expire sous 24 heures. « Arrêtez votre mobilisation ou c'est la guerre !» Allemand russophile et de famille d'origine huguenote française, l'ambassadeur quitte le bureau du tsar en larmes, persuadé que l'Europe va prendre feu. Le lendemain 1er août, l'Allemagne finalement déclare la guerre à la Russie. Elle a déjà perdu 1 semaine sur les 6 dont elle a besoin pour vaincre la France. La France? Mais elle n'a encore rien dit, la France. Ni rien dit, ni mobilisé personne. La France qui regarde les événements et fait le pari diplomatique du pourrissement. L'Allemagne, dans l'urgence, à l'approche des troupes russes sur son front Est, est donc forcée de déclarer elle-même la guerre à la France, immédiatement sur son front Ouest. Nous sommes le 2 août 1914. La Grande Guerre vient de commencer. L'Allemagne peut-elle raisonnablement espérer vaincre la France en si peu de temps, 5 semaines? Non. Bien sûr, pourtant les chiffres sont pour elle. 63 millions d'habitants, souvent jeunes, contre 39 millions de Français d'une société vieillissante. Mais la France a édifié tout au long de la ligne des Vosges un réseau de fortifications dont il sera impossible de venir à bout en 5 semaines avant que les Russes n'arrivent sur l'autre front. La seule solution est de contourner ces fortifications, mais ceci implique le viol des territoires belges et luxembourgeois. C'est loin d'être un détail, car la Belgique de 1914 vit son âge d'or. Bien que jeune, c'est un empire colonial, 8e puissance économique mondiale. Quand les armées du Kaiser entrent en Belgique, l'ambassadeur britannique à Berlin rappelle à l'Allemagne la reconnaissance de la neutralité belge par la Prusse en 1839. On dit qu'alors le chancelier allemand, Bethmann Hollweg, exténué après 1 mois de crise diplomatique, aurait répondu à l'émissaire anglais « L'Angleterre ne va tout de même pas faire la guerre à l'Allemagne pour un chiffon de papier !» La suite des événements lui donnera tort. Le 4 août, le Royaume-Uni répond favorablement à l'appel du roi Albert Ier de Belgique et déclare la guerre à l'Allemagne. Dans les jours qui suivent, les déclarations de guerre s'enchaînent. Le 6 août, l'Empire austro-hongrois déclare la guerre à la Russie. Le 11 août, la France déclare la guerre à l'Autriche, suivi le lendemain par la Grande-Bretagne. Le conflit commence même à s'étendre aux colonies allemandes d'Afrique, du Pacifique et de Chine. En 1914, l'Angleterre ne dispose pas encore d'une armée de terre importante. Les Français sont donc quasiment seuls face aux Allemands qui déferlent. Le 22 août, la ligne française est rompue et le général Joffre ordonne le repli. Le plan des Allemands était d'envelopper l'armée française pour l'anéantir en Champagne. Le général von Moltke
avait enjoint à ses armées stationnées à la frontière franco-allemande de laisser entrer les Français. Plus les Français entreraient en Allemagne, plus il serait facile de les envelopper. C'était la technique d'Hannibal contre les Romains à la bataille de Cannes, que le général allemand connaissait par cœur. Lorsque le 8 août les Français prennent Mulhouse, la presse française ne voit pas qu'un piège se referme et crie à la victoire. Si Mulhouse est redevenue française, la guerre est finie. Quelle naïveté! Le 22 août, la ligne française est rompue et la France, en repli, se dirige inexorablement vers la défaite. Le gouvernement, déplacé à Bordeaux, demande aux Russes d'attaquer l'Allemagne par l'Est dès maintenant, alors que la mobilisation des millions de soldats du tsar n'est pas encore terminée. Les Russes répondent favorablement à cette requête et entament immédiatement une invasion de la Prusse. Mais leur manque de préparation leur coûte une défaite cinglante. À partir du 26 août, ils sont arrêtés à Tannenberg, puis au lac Mazur. Pour l'alliance franco-russe, tout semble perdu. La France a déjà perdu 300 000 hommes, dont 100 000 morts. Pourtant, à partir du dernier jour de ce mois-là, le 31 août, la chance va tourner. Le chef de l'aile droite de la manœuvre allemande en France, le général von Kluck, pressé d'en finir, décide de ne pas aller jusqu'à Paris et d'accélérer l'enveloppement des armées françaises par un raccourci. C'est inespéré pour l'état-major français. Le général Gallieni, commandant la place de Paris, met au point avec Joffre la contre-offensive qui va tout changer. Pour transporter d'urgence ses troupes, Gallieni a l'idée géniale de mobiliser 1300 taxis parisiens. Ils ne sont pas réquisitionnés. L'armée paiera les courses. Un ordre simple est donné aux troupes françaises. Le repli est terminé. On se retourne et on attaque l'avancée allemande par leur droite. Se faire tuer sur place plutôt que reculer. Ce sont les mots précis de Joffre. C'est le commencement de la bataille de la Marne, une des plus célèbres de l'histoire. Il faut lire les mots du général von Kluck rendant hommage à ses ennemis français dans ses mémoires publiés en 1922. Que des hommes se fassent tuer sur place, c'est une chose bien connue et escomptée dans chaque plan de bataille. Mais que des hommes, ayant reculé pendant 10 jours, à demi-mort de fatigue, puissent reprendre le fusil et attaquer au son du clairon, c'est là une possibilité dont il n'avait jamais été question dans nos écoles de guerre. C'est une défaite pour l'Allemagne, mais pas une débâcle. Son armée, disciplinée, se replie en bon ordre sur des positions stratégiques avantageuses qu'elle va tenir pendant les 4 années suivantes. N'empêche, le plan allemand, qui reposait sur la vitesse d'exécution en France, a échoué. La bataille de la Marne, on ne le sait pas encore, a scellé le sort de l'Allemagne. Elle est encerclée sur terre par l'alliance franco-russe et sur mer par la Royal Navy. La guerre change de visage. Pour arrêter la contre-offensive française, les Allemands décident de s'enterrer dans des tranchées à partir desquelles leur puissance de feu crée un mur infranchissable. Ce qui rend particulièrement cruelle la Première Guerre mondiale, c'est que jusqu'en 1914, les progrès technologiques de l'armement ont été inégaux. D'un côté, la puissance de feu terrestre n'a cessé d'augmenter par le développement exponentiel des canons et des mitrailleuses. Mais de l'autre, l'aviation militaire n'en est qu'à ses balbutiements. Elle ne sert au début qu'à des missions de reconnaissance et jamais à détruire en piqué les batteries terrestres, ce qu'elle saura faire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Autrement dit, le soldat au sol ne peut s'appuyer sur aucune aide aérienne, alors qu'il est sous le feu nourri des mitrailleuses et des canons. C'est une situation horrible. La guerre se résume, pour le fantassin enterré, aux balles qui sifflent au-dessus de sa tête et aux obus qui tombent sur sa tranchée. Au seuil de cette guerre, il faut parler de l'équipement du soldat. Toutes les armées ont adopté des couleurs neutres, toutes sauf la France, qui habille encore ses fantassins en pantalon rouge, cible idéale pour les mitrailleuses allemandes. La moitié des blessures graves se fait aux jambes. L'autre moitié se fait à la tête, avec les éclats d'obus. D'un côté comme de l'autre, pas de casque métallique. Le fameux casque à pointe des Allemands, il est en cuir. La pointe elle-même, métallique, est prévue pour dévier un éventuel coup de sabre porté à la tête par un cavalier. C'est un très ingénieux système pour les guerres du siècle précédent. En 1914, face à une artillerie de plus en plus lourde, il faut inventer de nouvelles protections contre les éclats d'obus.
Dans chaque camp, les soldats souffriront de l'aveuglement de leur état-major. Les Français seront les premiers à mettre au point un casque métallique en 1915. Les Allemands et les Anglais suivront en 1916 et les Russes seulement en 1917, à la veille de s'effondrer. En attendant, puisqu'on ne peut sortir au feu, la guerre s'enlise, immobile, dans les tranchées. Les combats d'homme à homme sont rarissimes, seules les artilleries continuent de se faire entendre. Les offensives d'infanterie échouent systématiquement devant des tranchées ennemies imprenables. La guerre qui commence en 1914 a changé le monde. L'ébranlement de la pyramide sociale, les premiers transferts outre-Atlantique d'une suprématie mondiale jusqu'alors européenne, la première conquête du pouvoir par des communistes en Russie, accompagnée de changements de régime dans presque toute l'Europe, vers la démocratisation, le développement rapide de l'aviation, la place des femmes dans la vie active, tout change. Rien ne sera jamais plus comme avant. Un monde s'écroule sous les canons de Verdun et de la Somme. Tous les équilibres sont rompus et la guerre suivante, 20 ans plus tard, ne fera que conclure un processus engagé en 1914. Bonsoir.